J'ai le plaisir d'inviter Jean-Louis Leleu à venir faire sa présentation. Jean-Louis est professeur émérite à l'Université de Côte d'Azur, c'est-à-dire Nice, ce paradis sur Terre, n'est-ce pas? Et j'ai connu Jean-Louis Leleu par son nom dans des traductions de l'allemand, puisque c'était une de ses spécialités, et j'ai découvert progressivement que c'était un grand musicologue. Et donc j'ai réuni une passion pour l'Allemagne et une passion pour la musicologie, tout d'un coup en un nom qui est celui que vous voyez devant vous. Et il va nous présenter une communication sur pratique de l'inachèvement et discours sur le fragment, avec 2 études de cas. Donc nous progressons vers le concert atelier, et les études de cas portent sur Incise et le livre pour quatuor. Jean-Louis sera de nouveau à la manœuvre demain soir pour présenter le concert où il sera question notamment du livre pour quatuor. Et voilà la technique qui se met en place sous forme de spirale. Et voilà. Tout va bien? Oui, ça va. Ça marche toujours ici au collège. Il n'y a jamais eu de problème. Mais il suffit que je le dise pour qu'éventuellement il y en ait un. Mais en principe, ça marche très bien. Donc, le temps étant compté, je ne traiterai que du cas de figure d'Incise. La question du fragment, de l'œuvre fragmentaire, est un lieu commun de la littérature boulésienne. Nombreux sont les propos que Boulez lui-même a tenus à ce sujet dans des entretiens, où on l'interrogeait sur le fait que nombre de ses compositions restent inachevées, sont retravaillées, agrandies, etc. Et surtout, il en a fait le thème de son dernier cours au Collège de France. On a plusieurs fois évoqué donc l'œuvre tout ou fragment. Au moment d'introduire la dernière séance, il parle d'un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Chacun sait, dit-il, que j'aime beaucoup les œuvres fragmentaires, et dans un état d'inachèvement, quelquefois, qui tient pendant longtemps. La majeure partie du cours, cependant, traite le sujet sous l'angle de ce que Boulez appelle la dialectique du fragment et du tout au sein de l'œuvre elle-même. En d'autres termes, de l'intégration du fragment à l'intérieur du tout. De façon significative, le premier exemple tiré de sa propre musique qu'il donne au début du cours est celui du marteau sans maître, pour montrer comment s'intègrent dans le tout de l'œuvre, à l'image de ce qui se passe dans Pierrot Lunaire, les fragments que constituent ici les 9 mouvements répartis, on le sait, en 3 cycles. Or, le marteau sans maître est l'une des œuvres que Boulez a d'emblée considérée comme aboutie et n'a jamais retouchée. Le contraire, donc, d'une œuvre inachevée. À l'intégration effective du fragment dans le tout, Boulez oppose l'absence d'intégration, l'autonomie assumée comme telle des différents morceaux au sein d'un recueil, d'un album, disait Mallarmé, à l'intérieur duquel ni le nombre ni l'ordre de succession des éléments ne sont fixés de façon contraignante et n'obéissent à une quelconque nécessité. Boulez s'attarde en particulier dans ce contexte sur le cas de ce que dans les années 60-70 on a appelé l'œuvre ouverte, où l'ordre des fragments n'est fixé qu'au moment de l'exécution et par l'interprète. Là encore, si on pense au cas de figure emblématique du Klavierstück 11 de Stockhausen, ouvert n'étant rien synonyme d'inachevé, l'ordre de succession des 19 séquences change certes d'une exécution à l'autre, mais il n'y a pas une note à ajouter ou à changer au texte de la pièce. Il faut attendre la 9e et dernière séance du cours pour que Boulez en vienne à la question de l'inachèvement proprement dit, de l'œuvre elle-même fragmentaire. Question qu'au départ, il n'a fait qu'évoquer rapidement, citant les exemples de la recherche du temps perdu et de la porte de l'enfer de Rodin. Il introduit alors le concept de forme spirale, dont on vient de parler, où est dépassée l'opposition achevé-inachevé, l'inaboutissement, l'impossibilité de tout achèvement autre que provisoire, devenant consubstantiel à l'œuvre. La notion de forme spirale permet à Boulez de traiter la question de l'inachèvement par le seul côté qui offre une prise au discours théorique. Elle fonde en théorie l'inachèvement en l'inscrivant dans le projet musical lui-même, où il acquiert une forme de nécessité.
À côté des œuvres inachevées par accident, du fait de la mort de l'auteur par exemple, il est en effet des œuvres qui contiennent par essence un principe d'incomplétude. C'est ce que cherche à cerner la notion de forme spirale. Elle vise à donner un statut théorique spécifique à des œuvres qui, constitutivement, sont vouées à rester inabouties parce qu'elles sont porteuses de potentialités presque illimitées et qu'il est impossible à l'artiste de mener le projet à son terme du fait de ce que Boulez nomme volontiers dans les interviews les circonstances, notamment les contraintes professionnelles, du fait aussi de la durée limitée de l'existence. En d'autres termes, la notion de forme spirale apparaît comme une manière de transformer l'inachèvement par défaut, dû aux simples circonstances extérieures, en inachèvement par excès, le propre de la spirale étant d'être une forme parfaite, à la fois finie et infinie, quelle que soit son extension. Chez Boulez, la forme spirale revêt de manière d'autant plus frappante le double caractère du fini et du non-fini qu'en règle générale, le compositeur s'applique à la doter d'une fin convaincante, procurant le sentiment d'un achèvement. Un exemple particulièrement intéressant de cette ambivalence est la pièce pour piano Incise, elle-même inséparable de son agrandissement sur Incise. C'est ce cas de figure que je me propose d'exposer ici. Fixons pour commencer la chronologie. Première étape, Boulez compose un morceau de 4 minutes pour le concours de piano Umberto Micheli qui va se dérouler à Milan en octobre 1994. Composition strictement contemporaine, notons-le, du cours, l'œuvre tout ou fragment. On a là la version initiale d'Incise, comprenant une introduction d'une page, libre, lent, suivie d'un virtuose prestissimo possibile. Deuxième étape. Des notes de travail montrent que Boulez envisage dès ce moment-là d'agrandir considérablement la pièce et une première extension du morceau de concours est jouée à Caen en février 1995. Cet état encore provisoire, qui sera désigné comme version intermédiaire, comporte 5 sections supplémentaires, 3 séquences, ce sont les mouvements lents, les sections lentes, alternant avec 2 antiphonies, qui sont les sections vifs, la séquence C restant toutefois à ce stade incomplète. Troisième étape, ce projet d'agrandissement de la pièce pour piano est alors interrompu par la composition de Sur Incise, œuvre conçue elle-même comme une vaste extension d'Incise, beaucoup plus développée et écrite pour un effectif de 9 musiciens, 3 pianos, 3 harpes et un riche ensemble de percussions. La création de l'œuvre devait avoir lieu le jour du 90e anniversaire de Paul Zacher à Bâle, en avril 1996. Boulez, toutefois, ne put présenter ce jour-là qu'une version très fragmentaire, où n'était écrit pour l'effectif des 9 musiciens que l'agrandissement de la seule introduction d'Incise, ainsi qu'une coda provisoire. Entre les deux, Dimitri Vassilakis, qui tenait la partie de piano principale, joua en soliste toute la suite d'Incise, avec les 5 parties supplémentaires déjà entendues à Caen un an plus tôt. La version définitive de Sur Incise sera jouée à Bâle en présence de Zacher 2 ans plus tard, en octobre 1998. Quatrième et dernière étape, Boulez remet alors sur le métier la version longue d'Incise. Une esquisse montre que son intention était de faire succéder au texte du morceau de concours initial en alternance 12 séquences et 12 antiphonies, suivies d'une coda. Mais quelques mois plus tard, il abandonne finalement ce projet, éditant comme définitive la pièce d'une dizaine de minutes que nous connaissons, qui ne comporte finalement que 4 séquences, alternant avec 3 antiphonies, et une coda. Cette version définitive sera créée à Hambourg en mars 2001, après qu'un nouvel état provisoire avec la coda, mais une extension encore partielle, ait été joué à New York en novembre 1999. C'est ce que j'ai indiqué ici comme état pré-définitif.
Cet abandon du plan d'extension initial suffit à conférer à Incise, si brève que soit la pièce, le statut de forme spirale. Ce statut vaut a priori pour sur-incise. Au départ, le projet de Boulez était d'y procéder à l'agrandissement d'Incise, section par section, mais ce plan n'a été finalement réalisé que pour la version intermédiaire de la pièce pour piano, qui seule était écrite quand Boulez a composé sur Incise, et qui, on l'a vu, s'interrompait au milieu de la séquence C. Cette extension pour l'effectif des 9 musiciens de la partie alors écrite d'Incise constitue le moment 1 de sur-incise, qui fait moins de la moitié de l'œuvre. Le moment 2, lui, diverge de la suite d'Incise. Il revient pour l'essentiel aux matériaux de l'introduction et du prestissimo du morceau de concours initial. Peter O'Reilly, se fondant sur une lettre à William Block datant du printemps 99, a mis en évidence que Boulez envisageait encore à ce moment-là d'écrire une partie centrale qui, selon toute vraisemblance, aurait consisté en la succession en alternance des 12 séquences et des 12 antiphonies initialement prévues. De fait, montre O'Reilly, Boulez, revenant à Incise après l'exécution à Bâle de sur-incise, a alors entièrement rédigé l'antiphonie 3 et la séquence D de la pièce pour piano, non sans terminer la séquence C, restée incomplète. Et il a également mis au point les 2 séquences suivantes, E et F, et ébauché les 6 dernières. C'est à ce moment-là, en mai 1999, que survient la mort de Paul Zacher, événement particulièrement douloureux pour Boulez, qui entraîne, c'est du moins ce que l'on peut supposer, l'abandon du projet, ou plutôt lui fait prendre une autre direction. À l'endroit où aurait dû prendre place cette partie centrale, apparaît dans la partition éditée de sur-incise une page blanche, numérotée page 110, dont rien ne se traduit sur le plan sonore, car l'enchaînement de la page 109 à la page 111 se fait dans l'exécution de l'œuvre sans la moindre césure. On voit comment se concrétise ici la notion de forme spirale, qui atteint à une forme d'achèvement. Boulez a bien considéré l'œuvre sur Incise comme achevée, tout en demeurant susceptible d'accueillir en son sein des développements restés du fait des circonstances à l'état de pure potentialité. Mais le cas d'Incise est de ce point de vue encore plus remarquable, car la version de la pièce éditée en 2002, qui se présente comme définitive, est en vérité doublement inaboutie. Non seulement elle ne comporte que 4 séquences et 3 antiphonies sur les 12 prévues, c'est plus que dans sur Incise, mais ça reste fragmentaire, mais la coda elle-même dévie de l'intention initiale. Elle fut écrite in extremis par Boulez pour clore la version encore incomplète de la pièce qui allait être jouée à New York le 21 novembre 1999. La bibliothèque de l'ensemble intercontemporain possède le manuscrit de cette fin, noté au dernier moment pour le concours du Carnegie Hall, ainsi qu'une copie de la misonnette des 4 dernières pages de la pièce, correspondante à l'état qui sera finalement édité, où la coda s'enchaîne directement à la 4e séquence. Au bas de la dernière page, que vous voyez ici, est apposé un post-it de la main du secrétaire de Pierre Boulez, Klaus-Peter Altecruz, adressé à Nicolas Dagan, le bibliothécaire de l'ensemble intercontemporain. On lit, cher Nicolas, voici les pages manquantes. Les 6 dernières mesures de la page 11, donc de cette page, constituent une sorte de fin provisoire. Amicalement, Klaus-Peter. En haut de la page, là où commence la coda, Boulez a noté antiphonie 4, à savoir l'antiphonie qui, selon le plan initial, devait suivre. Ce qui indique que le compositeur n'avait pas encore renoncé au début de l'année 2000, c'est à ce moment-là que l'on situe ce document,
il n'avait pas renoncé à ce moment-là à poursuivre le travail. Or, c'est bien là de la pièce, l'état de la pièce, excusez-moi, qui sera imprimé comme état final. Il est possible que les circonstances qui ont fait prendre ce tour au projet soient liées à l'activité de chef d'orchestre de Boulez, mais divers indices tendent à suggérer que la mort de Paul Zacher, le dédicataire de Sur Incise, a joué dans cette évolution du projet un rôle déterminant. On ne saurait surestimer l'importance des liens qui unissaient Boulez à Paul Zacher. Incise appartient à une famille d'œuvres dont le matériau harmonique est dérivé tout entier de la série de 6 notes, ça a été aussi évoqué là juste avant, la série de 6 notes formée par les lettres du nom Zacher, ça c'est bien connu. Famille d'œuvres qui inaugure Message Esquisse, pièce pour 7 violoncelles écrite, donc ça a été dit tout à l'heure, pour le 70e anniversaire de Zacher, en avril 1976. Se rattache ensuite à cette famille Dérive 1, Répond, et donc Incise et Sur Incise, qui était destiné à fêter le 90e anniversaire du mécène. Ainsi, à travers cette collection de 6 notes, Zacher est omniprésent dans les deux œuvres. En particulier, tous les accords qui retentissent dans les sections lentes sont autant de descriptions verticales de l'hexacorde de Zacher, parfois enrichis selon des procédés bien précis. Le tableau que vous voyez montre les 12 transpositions de cet hexacorde et leurs inversions ramenées à des collections non ordonnées de classe de hauteur que j'ai appelées alpha, et pour les inversions, alpha prime. À la différence de Sur Incise, dont la fin est un véritable aboutissement conforme au projet de départ, une fin que le compositeur a pris le temps de retravailler jusqu'à ce qu'il en soit satisfait, Incise reste donc fragmentaire en ce que la pièce se termine sur une fin provisoire, devenue définitive. En quoi consiste donc cette fin provisoire? Une analyse du texte musical devient ici nécessaire. Toutes les séquences d'Incise ont en commun qu'ils retentissent des accords longuement tenus avec la troisième pédale, sur lesquels viennent se greffer, dans un temps non mesuré, un temps non pulsé, temps lisse, des sortes d'interjections qui constituent les incises proprement dites. Le premier de ces accords présente dans chaque séquence une double particularité. Vous voyez sur cette image. Premièrement, il retentit toujours, le premier accord, retentit toujours dans le registre grave du piano, et sa disposition est assez compacte, ce qui empêche de distinguer clairement le détail de l'harmonie. Deuxième point, alors que la disposition de 5 des 6 notes de l'accord change constamment, la note supérieure est toujours le Do dièse 3, note commune à toutes les formes utilisées, qui lui reste fixe et fournit à l'écoute un repère très clair. J'ai noté sur l'exemple les accords initiaux des séquences A, B, C et D. Les 6 accords suivants sont ceux qui jalonnent le déroulement de la coda, cette fin provisoire devenue définitive. En effet, O'Hagan, se fondant sur l'étude des esquisses, a montré que Boulez a fait se succéder dans cette fin provisoire les accords initiaux des séquences supplémentaires qu'il avait esquissées et qui seront finalement laissés de côté. Les 6 accords entendus ici à la suite ont donc à leur sommet ce Do dièse 3. Et cela vaut aussi pour les incises qui se greffent sur eux, sauf dans les quelques cas où l'accord se renverse en miroir, en son symétrique, le Do dièse 3 devenant alors la note la plus grave de la figure. La fixité harmonique dans cette coda est donc maximale. O'Hagan, dans son livre « Boulez et le piano », paru en 2017, fait à ce sujet une remarque intéressante. Je cite, « L'effet est profondément émouvant, écrit-il, d'autant que les résonances supérieures disparaissent progressivement avant de s'éteindre complètement. » Et il ajoute, « Une coïncidence fait que les accords graves de la coda
font entendre les hauteurs des cloches de la cathédrale de Bâle, en particulier le si bémol et le sol bémol grave, où eurent lieu évidemment les funérailles de Zacher. Huygens ne reprend pas cette observation dans ses deux ouvrages suivants, la monographie sur incise édité par Contrechamp en 2021 et le nouveau livre en anglais paru il y a tout juste quelques mois. Il préfère s'intéresser à la symbolique des lettres, voyant dans le do dièse l'équivalent du 6 du mot incise et dans les deux dernières lettres, ES, S, mi bémol, l'initiale du nom de Zacher. Sans écarter cette hypothèse, nous avons cependant de bonnes raisons de suivre la piste des cloches bâloises. À la page 42 du livre de Huygens paru chez Contrechamp, est reproduite une page d'esquisse, d'incise, reproduction qui, curieusement, ne donne lieu dans le livre à aucun commentaire et qui, par ailleurs, est absente des deux ouvrages en anglais de Peter Huygens. Or, cette page d'esquisse est celle où Boulez met au point le texte de la séquence C, resté incomplet à partir du deuxième accord tenu dans la version intermédiaire d'incise jouée à Caen en février 1995, puis à Bâle un an plus tard. Dans le coin supérieur gauche de la page, Boulez a écrit le mot « glas », suivi des chiffres 4, 5, 6, 7. La rédaction du document ne peut être datée de façon précise, mais comme les portées inférieures de la page esquissent des détails de la suite de la pièce, elle se situe probablement au moment où Boulez, après avoir terminé sur incise, est revenu à la pièce pour piano seul, sans doute au début de l'année 99, et donc quelques mois avant le décès de Zacher. Ce deuxième accord tenu de la séquence C est cependant noté dès la version intermédiaire de 1995, tout comme celui que l'esquisse présente comme résultant de sa transformation progressive, de la transformation progressive du premier accord, ce qu'on voit sur les troisième et quatrième portées. Ce qui veut dire que si l'exécution d'incise en 1998 encore s'arrêtait à l'endroit où retentit ce deuxième accord, le schéma général de la séquence, et avec lui l'idée du glas, était en place dès 1995. Venons-en à la relation avec le carillon de la cathédrale de Bâle que vous voyez transcrit ici au bas de l'image. La cloche la plus ancienne de ce carillon, qui datait de 1565, est la Heinrich-Glocke, la troisième en partant du bas, qui fait entendre un ré bémol, c'est-à-dire la note même qui, dans incise, se détache au sommet des accords de la coda, et précédemment du premier accord des différentes séquences. Un ouvrage sur les cloches de la cathédrale de Bâle, paru l'an dernier, nous apprend qu'il revient à cette cloche de sonner le glas lors de funérailles. Mais lors de cérémonies d'une importance particulière, ce sont les 7 cloches du carillon qui retentissent, cloches numérotées de 1 à 7, en partant de la plus grave. On a alors le complexe harmonique suivant. Alors cette fois, je parle de l'aigu, si bémol, sol bémol, fa, mi bémol, ré bémol, si bémol, sol bémol. Complexe de 5 notes, puisque si bémol et sol bémol sont redoublés, dans lequel s'imbrique la triade majeure de sol bémol dans le grave et les triades mineures de mi bémol et de si bémol. Je vous fais entendre... Oups. Non.
Heinrich Glocker. Il faut avoir à l'esprit que Boulez a évidemment entendu ce carillon, en particulier lors des funérailles de Zahra. Or, la structure de l'hexacorde Zahra, où les relations diatoniques sont prééminentes, fait qu'il peut contenir un nombre significatif de ces 5 notes du carillon. 3 de ces 24 formes en contiennent jusqu'à 4. Je les ai encadrées, ces 3 formes, dans le tableau à gauche. L'une d'elles, alpha 7, au centre, est précisément celle qu'emploie Boulez dans le deuxième accord de la séquence C, celui auquel, dans l'esquisse, est associé le mot glas. Je l'ai encadré dans l'exemple en haut à droite. Et les 3 notes supérieures de cet accord sonnent de façon littérale comme celles des cloches 5, 6, 7 du carillon. Si bémol, sol bémol, fa, à la même hauteur. Ce à quoi renvoie probablement ces chiffres notés 5, 6, 7 à droite du mot glas. Le son de la cloche 4, mi bémol, 4 est ici écrit en rouge et encerclé. Ce mi bémol écrit ré dièse et lui baissé d'une octave. La forme A3 que décrit l'accord dérivé du premier contient quant à elle 4 notes de la transposition du carillon partant de sol bémol, la cloche 6. Cette pratique de la transposition d'un bloc sur ses propres notes est évidemment familière aux boulésiens. Et la disposition des 4 notes, donc vous l'avez, cet accord que j'ai appelé moi alpha 3, est exact, les 4 notes supérieures sont exactement conformes ici à celles du carillon. Mais qu'en est-il de la coda? Ce sera évidemment le dernier point de mon exposé. Cette fin provisoire devenue définitive. 2 accords que j'ai aussi encadrés sont formés à partir de ces 2 autres transpositions qui contiennent également 4 notes du carillon lui-même, en l'occurrence donc alpha 2 et alpha prime 12, donc une inversion. Et ce sont ces 2 accords que Boulez fait jouer fortissimo, le deuxième et surtout l'ultime accord, double résonnant jusqu'à l'extinction de celui qui, dans pli selon pli, s'abat comme un couperet à la fin du tombeau, et dans lequel 3 notes, fa, mi bémol et sol bémol, écrit fa dièse, observent la même disposition que dans le carillon de Bâle, 2 octaves plus bas, cette fois. Quant aux autres accords de la coda, ils contiennent tous 4 notes du carillon transposées sur ces autres degrés, ce qui donne au total, en partant du grave, sol bémol, si bémol, l'original, fa, sol bémol, mi bémol et si bémol, l'original. Et sol bémol et si bémol sont présents 2 fois comme dans le carillon. La seule transposition non utilisée est ré bémol. Par ailleurs,
les premiers, troisième et cinquième accords contiennent également 3 notes de l'original. Le cinquième, notamment, inclut ces si bémol et sol bémol grave qui ont attiré l'attention de Haydn. Je vous fais entendre cette note, ça c'est le carillon. Alors voilà, je vous fais entendre la coda en question. Deux remarques pour conclure. D'une part, il est difficile de croire que ces liens avec le carillon de Bâle, on en relève beaucoup d'autres dans Incise, soient fortuits. Que Boulez ait évité une citation littérale, une imitation directe du carillon, qu'il transpose le plus souvent dans l'extrême grave, s'explique aisément par le refus de toute forme d'anecdotisme. Le compositeur aura bien plutôt choisi de crypter la référence en glissant ici et là de simples allusions en forme d'indices, sans que le caractère funèbre du glas en soit moins marqué, l'essentiel étant de fixer le souvenir intérieur des cloches, l'émotion, et non l'objet matériel qui l'avait provoqué. Deuxièmement, quant à la décision prise par Boulez de faire de la fin provisoire, écrite après la mort de Zacher, la coda définitive de la pièce, elle tient, selon toute vraisemblance, à ce qu'aucune fin ne lui a paru pouvoir dire de façon plus éloquente l'émotion suscitée par la disparition du protecteur, devenu ami très proche. Des témoins l'ont vu pleurer entre les deux mouvements de la musique pour cordes, percussion et célesta qu'il dirigeait dans la cathédrale lors des funérailles. Une telle circonstance justifiait que soit actualisée d'une façon qui n'aura jamais été aussi peu stylisée, se renvoie à la fin des Noces de Stravinsky, qui n'a cessé de hanter l'imaginaire de Boulez. Dans Incise, la forme spirale se trouve ainsi bousculée par ce que Boulez appellera plus tard un accident, autre concept destiné à jouer un rôle central dans sa poétique, le dépassement de l'antagonisme achevé-inachevé, provisoire définitif, n'en étant réalisé qu'avec plus de force. Voilà, je vous remercie.